Bonjour à vous, chers élèves des classes terminales. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour essayer de terminer ou bien pour essayer d'achever la troisième partie du chapitre intitulé Calcul intégral. Je suis M. Raaf Degrik, professeur principal de mathématiques, et cette séance se déroulera sous la direction pédagogique de M. Mounir Khlifi. Donc, sans assez s'attarder, on va commencer donc cette troisième partie. Sera consacré en fait dans sa première partie au calcul de volume, de solide et de révolution. Donc comme première activité, donc, on va essayer de prendre une courbe d'une fonction f qui est bien sûr continue. On va essayer de limiter cette courbe par deux droites, donc x égale à a si vous voulez, et x égale à b. Donc, alors j'obtiens ce qu'on appelle automatiquement un arc de cette courbe. Cet arc de courbe, je vais essayer de le faire tourner autour de l'axe OI. Je vais essayer, je répète, ça c'est un peu délicat. Je vais prendre l'arc et je vais essayer de le faire tourner autour de l'axe OI. Ce qui va se passer en fait, c'est que cette surface que vous voyez ici va engendrer par sa rotation autour de l'axe OI un volume, c'est-à-dire un objet de l'espace qui aura pratiquement cette forme. Regardez bien, qui aura pratiquement cette forme. Et donc, vous obtenez ce qu'on appelle un cône ou bien un solide de révolution dans l'espace. Là, vous remarquez, vous avez trois axes. Notre objectif dans cette partie, c'est de pouvoir maîtriser et calculer ce volume qui est contenu, en fait, si vous voulez, dans cette forme révolutionnaire, obtenue, comme j'ai déjà dit, par la rotation de la courbe de f ou bien d'une partie de la courbe de f autour de l'axe OI. Donc, ce calcul, comment on va le faire donc, vous avez un théorème assez intéressant. L'espace étant muni d'un repère orthonormé OIJK. Donc, soit f est une fonction continue ou positive. Donc, elle est continue, ça c'est évident pour pouvoir maîtriser le calcul intégral. Elle est positive pour qu'en fait, elle soit placée au-dessus de l'axe OI. Donc, le volume V du solide de révolution engendré par la rotation de l'arc ou bien de la partie, voilà l'arc AB qui était tout à l'heure présenté devant vous, c'est l'ensemble des points de coordonnées x et y, tel que y égale à f de x et x est compris entre A et B. Donc, autour de l'axe OI, donc j'ai cet arc et je vais le faire tourner. Ce volume, il est égal donc à V égale pi c'est le réel pi, fois l'intégrale entre A et B de f carré de x dx. En fait, f carré de x, c'est-à-dire c'est f de x le tout au carré. Donc, vous prenez la fonction et vous passez au carré. Donc, un exemple, si vous voulez. Donc, je prends OIJK, un repère orthonormé de l'espace. Je prends une partie, ou bien un arc, qui est défini par l'ensemble des points M de coordonnées x, y, avec y égale à exponentielle, et x est compris entre 0 et ln de 2. En fait, ce que je vais faire, en fait, c'est tout simplement essayer de calculer ce volume. C'est ce qu'on va demander. Donc, calculons le volume V du solide S obtenu par rotation de cet arc autour de l'axe OI. Donc, ce qu'on va faire, donc, on va passer à la correction. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction exponentielle, comme j'ai déjà dit. On va essayer de s'intéresser, donc, ça, c'est ln de 2 normalement. Ça, c'est notre ln de 2. Et ça, c'est 0. Donc, je prends cette partie. Et cette partie-là, je vais la faire tourner. Cette partie, je vais la faire tourner autour de OI pour obtenir ce qu'on appelle un corps ou bien un volume ou bien un solide de révolution. Donc, le volume V en unité de volume est, donc vous voyez ici, donc si je supprime, voilà, regardez bien, après avoir tourné, j'obtiens cette forme. Cette forme, c'est celle-ci en fait, hein. C'est cette forme-ci. Voilà le volume, tout ceci. C'est tout ce corps, hein. C'est tout ce corps. En fait, si je le vois en perspective, vous allez remarquer qu'il y a en fait toute une forme qui ressemble, si vous voulez, à une tasse ou bien à une coupe. Donc, ce volume, il est calculé par la formule suivante. V égale à pi. L'intégrale entre 0, c'est la borne ici, et ln de 2, c'est la deuxième borne. Donc, exponentielle x de tout au carré. N'oubliez pas que notre formule, il y a un carré. Et donc, ce calcul, il est égal donc à pi, l'intégrale 0 ln de 2, exponentielle de 2x, propriété algébrique de l'exponentielle. Une primitive simple d'exponentielle de x, c'est 1 demi, exponentielle de x. Et c'est pour cela que le 2, il sort à l'extérieur. Donc, c'est ça, c'est 1 demi. Prise, bien sûr, entre 0 et ln de 2. Ensuite, je remplace mon calcul. Donc, ça devient pi sur 2, exponentielle de ln de 2 moins exponentielle 0, qui donne finalement, ça, c'est un 4. Exponentielle de ln de 4, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. 3 fois pi sur 2, c'est 3 pi.
sur 2 en unité de volume, bien sûr. Et donc, le volume final, c'est 3pi sur 2 en unité de volume. L'unité de volume ici, ça ressemble beaucoup, si vous avez déjà vu le calcul d'air et ce qu'on avait déjà introduit sur la notion de calcul d'air, l'unité de volume, c'est en fait la norme de I fois la norme de J fois la norme de K. Mais à 99% des cas, vous aurez toujours un repère orthonormé, donc il n'y aura pas de souci à se faire. Une première application, donc, je considère OIJK un repère orthonormé de l'espace. Donc, je considère l'arc défini par la fonction cosinus x avec un x qui est compris entre 0 et pi sur 2. Je cherche à calculer le volume du solide S obtenu par rotation de cet arc autour de l'axe OI. Là, j'applique tout simplement ma formule. Hein. Donc, mon V, c'est égal à pi, tout simplement, l'intégrale entre 0 et pi sur 2, ça c'est les bornes, hein, 0, pi sur 2, de cosinus x le tout au carré, c'est-à-dire cosinus carré de x. Cosinus carré x dx. Et là, vous serez juste ramené à déterminer une primitive de cosinus carré de x. Là, ça va être un peu pénible puisque la fonction cosinus carré, sous cette forme, n'admet pas de primitive directe. C'est pour cela que j'aurai besoin de transformer son écriture sous une nouvelle forme qui sera donc pi, ça je réécris les mêmes choses tout d'abord, pi, l'intégrale de 0 à pi sur 2, le cosinus carré donc de x, ça va être 1 plus cosinus de 2x cette fois-ci, le tout sur 2 dx. Et là, ça devient beaucoup plus simple, et donc vous pouvez faire sortir le 1,5 à l'extérieur. Donc, le 1, il a pour primitive, donc c'est x, et le cosinus de 2x, donc ça devient 1,5 sinus de 2x. Donc, ce que vous obtenez ici, donc c'est tout simplement 1 pi sur 2 à l'extérieur, entre crochets. La primitive de 1, c'est x. La primitive de cosinus de 2x, c'est finalement 1,5 sinus de 2x. Prise toujours entre 0 et pi sur 2. Là, voilà, on a trouvé donc notre primitive. Une fois qu'on a trouvé notre primitive, il suffira maintenant tout simplement de remplacer une fois par pi sur 2, puis de faire la soustraction en remplaçant par le 0. Avec le 0, bien sûr, ça donne 0 directement, ce n'est pas très compliqué. Je peux même achever le calcul avec vous, si vous voulez, même ici. Donc, c'est égal. Donc, j'ai un pi sur 2 en extérieur, donc, qui multiplie. Donc, si je remplace par pi sur 2, ça donne donc un pi sur 2 qui est ici. Ensuite, plus 1,5 sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Sinus pi, c'est 0, donc ça donne 0. Et donc là, ça donne pi carré sur 4, si je n'ai rien oublié normalement, en unité de volume. Voilà, ça c'est normalement notre résultat. Sinon, vous pouvez refaire le calcul par vous-même et vérifier les résultats. C'est bien. Donc, on passe. Fonction définie par une intégrale. Ça, c'est l'avant-dernière, ou bien c'est plutôt la dernière partie de notre chapitre. Donc, pour le calcul de volume de solide de révolution, vous avez une seule formule à maîtriser, pi l'intégrale entre a et b, f au carré de x dx. C'est très simple, donc il n'y a pas de choses compliquées. Maintenant, on va essayer de suivre ensemble cette dernière partie. Elle est un peu délicate, mais elle n'est pas très difficile pour votre niveau normalement. Donc, première activité, donc, soit f est une fonction continue sur un intervalle i, a un réel de i. On considère la fonction grand f définie sur i par grand f de x. C'est l'intégrale entre a et x, f de x. Et donc, ici, vous remarquez que là, c'est un réel fixe. Par contre, ici, vous avez un x. Donc, ça, c'est qui est variable donc, dans i. Hein. X est un réel aussi de i. Donc, première question, calculer f de a. Là, c'est très simple. Donc, vous pouvez remplacer directement. Ce n'est pas très compliqué. Vous remplacez le x par a. Ce que vous obtenez, c'est f de a égale l'intégrale entre a et a, f de t dt. En appliquant la formule simple qu'on a vue dans la première partie de ce chapitre, donc ça donne 0. Une intégrale de a à a toujours donne 0. Ensuite, soit j'ai une primitive de petit f sur i. Ce que j'ai, montrer que grand f est dérivable sur i et calculer grand f' de x. Donc, on va en fait s'intéresser à grand f, puis montrer qu'elle est dérivable. Donc, notre grand f, c'est quoi? Notre grand f, c'est l'intégrale entre a et x de petit f de t dt. Comme j'ai déjà dit, les deux réels a et x sont des réels de l'intervalle i. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ici? G est une primitive de petit f qui est continue, donc je peux noter tout simplement entre deux crochets, c'est grand G
de t, comme ça, prise entre a et x. Ce qui va engendrer automatiquement, c'est grand G de x moins grand G de a. Voilà. Ça, c'est la fonction grand F. Puisque G est une primitive de f, elle est automatiquement dérivable sur tout l'intervalle i, G de a est une constante, donc elle disparaît. Si maintenant, donc, ainsi, f est dérivable sur i, puisque G est dérivable. Puisque grand G est dérivable sur i. Est dérivable sur i. Et donc la dérivée grand f' de x, ça va être tout simplement grand G' de x. Et là, vous vous posez la question, où est passé le G de a? G de a, c'est une constante, donc il disparaît, sa dérivée, c'est égal à 0. G, c'est la primitive de f, ou bien c'est une primitive de f. G, c'est une primitive de f, donc sa dérivée, c'est tout simplement petit f de x. Voilà. Qu'est-ce que j'ai obtenu dans cette activité? J'ai obtenu deux résultats primordiaux, qui sont, tout d'abord, la fonction grand f ainsi définie est dérivable sur i. Sa dérivée, c'est petit f de x. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que grand f de a, c'est tout simplement égal à 0. Et donc, je peux alors dire, cette fonction grand f ainsi définie par l'intégrale de a à x f de t de t est la primitive, c'est pas une, est la primitive de petit f sur i qui s'annule en a. Et ça, c'est ce qui va introduire notre théorème. Donc, si je prends f une fonction continue sur un intervalle i, a un réel quelconque de i. Donc, la fonction grand f définie sur i par f de x égale à l'intégrale entre a et x f de t dt, et finalement est la primitive de f qui s'annule en a. De plus, normalement, voilà le corollaire donc, sous les mêmes hypothèses, la fonction grand f est dérivable, voilà ça c'est notre plus, grand f est dérivable sur i, et grand f' de x est égal à petit f de x pour tout réel x de i. Voilà, donc vous avez deux notions, la définition ou bien le théorème, la fonction grand f c'est la primitive qui s'annule en a. De plus, sous les mêmes hypothèses, c'est-à-dire la continuité, surtout la continuité de la fonction f sur i, et a un réel de i, la fonction grand f est dérivable et sa dérivée c'est petit f. On va essayer donc d'appliquer ce résultat. Première question donc, première application. Soit grand f de x égale l'intégrale entre 1 et x, la racine de t carré moins 1 dt. Montrer que grand f est dérivable sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini et calculer grand f' de x. Donc, il y a deux étapes dans cette question. Il faut tout d'abord montrer que la fonction est dérivable, puis calculer sa dérivée f'. Donc, pour montrer que la fonction grand f est dérivable, d'après les hypothèses du théorème, j'ai pratiquement un élément essentiel à montrer et un élément évident. Le premier élément évident, c'est que le 1 est un réel de 1, de l'intervalle 1 plus l'infini, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à montrer, il me reste à vérifier que la racine de t carré moins 1 est tout simplement continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui est évident et pas très compliqué. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, dans la première question donc, la fonction t associe, donc 1 plus t carré, ou bien t carré moins 1, pardon, t carré moins 1, elle est d'une part continue, et d'autre part, elle est positive. Donc, et continu et positif. Et continu et ET positif sur 1 plus l'infini. Ce qui engendre, est positif pourquoi? Puisque le t appartient à 1 plus l'infini, donc il est supérieur ou égal à 1. Par passage au carré, ça reste supérieur ou égal à 1, donc t carré moins 1 est positif. Continu positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. D'où, comme résultat immédiat de cette propriété, d'où t associe la racine de t carré moins 1 et aussi continue. Et continue sur 1 plus l'infini. Voilà. Une fois que cette fonction est continue, je vois bel et bien, ainsi, 1, bien sûr, appartient ici à l'intervalle 1 plus l'infini. Ça, c'est évident. Je n'ai même pas besoin de l'écrire. Alors, la fonction grand f, voilà. Alors, la fonction grand f de x
qui est égal à l'intégrale entre 1 et x f de t dt. Je n'ai pas utilisé f, donc je n'utilise pas le f, qui est égal donc, voilà, ça il n'y a pas. Voilà, donc la racine de t carré moins 1 dt est dérivable sur 1 plus l'infini. Sur l'intervalle 1 plus l'infini. Maintenant, je vais essayer de calculer sa dérivée f'. C'est un résultat immédiat. Sa dérivée, je peux même la mettre ici. Grand f' de x, bien sûr, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini. Grand f' de x, c'est directement, c'est petit f d'après le théorème. Donc, ça devient racine de x au carré moins 1. Voilà. Directement, c'est la racine de x au carré moins 1. Question 2. Soit grand g de x égale à l'intégrale entre 1 et x ln de t sur t. Déterminer le sens de variation de g sur 0,1. Donc ici, c'est une question plus ou moins intéressante puisque on ne demande pas de calculer directement la dérivée. En fait, c'est indirectement, puisqu'on demande de chercher le sens de variation. J'aurai besoin de la dérivée pour déterminer son signe et par suite déterminer les variations de la fonction. Donc la fonction à laquelle je vais m'intéresser, c'est ln de t sur t. ln de t sur t, pour x appartenant, ou bien pour t si vous voulez, sur l'intervalle 0,1, elle est continue, il n'y a pas de problème. La fonction ln étant continue, la fonction t étant aussi continue et non nulle, donc j'ai bel évidemment la continuité évidente. Donc t associe ln de t sur t et continue sur 0,1 ouvert bien sûr. Voilà. Le 1, il appartient évidemment à 0,1, c'est évident, je ne vais pas le mettre comme cette fois-ci. Alors la fonction g est dérivable. Alors la fonction grand G est dérivable sur 0,1. Je calcule maintenant la dérivée. Sur l'ouvert, bien sûr, 0,1. Maintenant, on aura besoin de calculer la dérivée. On applique notre théorème. Donc, grand G' de x, c'est égal directement, c'est ln de x sur x. Ça, c'est la définition. C'est le théorème directement. C'est notre théorème. Et là, n'oubliez pas que vous travaillez sur 0,1. Sur 0,1, ln de x, il est négatif. Et le x, il est strictement positif. Bien sûr, négatif sur positif, ça donne un résultat qui est négatif. Puisque le résultat est négatif, donc je déduis automatiquement que la fonction g est décroissante. Donc, g est décroissante sur l'intervalle 0,1. Voilà, j'ai répondu à ma question, qui était en fait une question plus ou moins cachée, puisque au lieu de me demander directement de calculer la dérivée, on me demandait d'étudier le sens de variation, ce qui est en fait plus ou moins équivalent, c'est la même chose. Voilà, j'espère que vous avez bien maîtrisé cette première partie. On va passer à la partie suivante, donc s'il n'y a pas de remarques, sinon. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle i centré en 0. Centré en 0, c'est-à-dire que 0 est plus ou moins à l'intérieur d'une façon équilibrée dans cet intervalle. Et j'ai la fonction définie par g de x égale à l'intégrale de moins x à x. Voilà, vous remarquez qu'il y a un 0 ici. Donc, de moins x à x, f de t dt. Donc, premièrement, soit grand f une primitive de f sur i. Première question, vérifiez que g de x est égal à grand f de x moins f de moins x. Là, ce n'est pas très compliqué, c'est même évident. Il suffit de faire quoi pour la première question ici? Donc, vous avez donc g de x. C'est tout simplement l'intégrale de moins x à x f de t. Et grand f, c'est une primitive. Vous appliquez le résultat de la primitive et vous obtenez votre résultat immédiatement. C'est grand f de t comprise entre moins x et x. Vous appliquez cette formule, vous obtenez votre résultat. C'est évident. Dans la question B, on déduit que g est dérivable sur i et calculer g'. Là, on va utiliser cette formule. La fonction f étant une primitive de f, elle est automatiquement dérivable sur i. La fonction f de moins x, c'est une fonction entre guillemets composée. Les deux fonctions avec lesquelles on a fait cette composition sont toutes les deux dérivables sur i. Moins x est dérivable. Et le f, il est dérivable. En plus,
si vous voulez, si vous insistez sur les conditions, l'image de l'intervalle I par moins X, puisque c'est un intervalle centré en 0, donc il y a une certaine symétrie, donc ça va rester le I. Et donc finalement, la fonction G est la somme de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur I. Et par suite, G est dérivable sur l'intervalle I. Donc G est la somme de fonctions dérivables. G est la somme ou bien différence, ça revient au même, hein, est la somme de fonctions dérivables sur I. Je répète, pour la deuxième fonction, f de moins x, c'est une fonction composée. Hein. Faites attention pour les conditions de dérivabilité de la fonction composée. Donc, g est la somme de fonctions, si vous voulez, dérivables sur i, d'où g est dérivable. Donc, g' de x directement. Donc, grand f' de x. J'ai un signe moins, mais là, faites attention, lorsque vous dérivez, ce n'est pas un problème, je vais vous noter tout. Donc, c'est un moins x. C'est la fonction u' fois grand f' appliqué à moins x. J'ai tout noté. Hein. Donc c'est égal. Là, grand f, c'est la primitive, ou bien c'est une primitive de petit f, sa dérivée, c'est petit f. Et donc j'obtiens petit f de x. Petit f de x. Moins x, sa dérivée, c'est moins. Donc ça devient plus f, petit f, pardon, de moins x. Voilà ce que j'ai obtenu. Donc j'essaie de corriger un peu, puisque le stylo, il traîne un peu. Donc il n'y a pas de problème. Voilà, je vais réécrire pour que ça soit un peu plus clair. Voilà, f ici de moins, il y a un signe moins. Ensuite, il y a un x qui est ici. Voilà, donc c'est f de petit x plus f de moins petit x. Ça, c'est la dérivée de g. Maintenant, la question, ce que je cherche, c'est montrer que si f est impair, alors pour tout x appartenant à i, g de x est égal à 0. Je corrige ici, puis je vais tout effacer pour terminer l'activité. Donc, montrer que si f est impair, donc j'impose à f qu'elle soit impaire. C'est-à-dire quoi impair? Puisque je suis sur i qui est centré en 0. Donc si x appartient à i moins x appartient bel évidemment à i, lorsque je calcule f de moins x, je trouve que c'est égal à moins f de x. Et donc si f est impair, question A ici, si f est impair, je répète, comme x appartient à i, moins x appartient à i aussi, puisque c'est un intervalle centré en 0, j'ai le droit de calculer f de moins x, qui est égal finalement à moins f de x. Je reviens à ma relation, qui est ici. Cette écriture, elle est équivalente à quoi? Si vous mettez le tout dans un seul membre, f de moins x plus f de x, ça donne 0. Ce qui implique automatiquement, cette écriture n'est que la dérivée de g, n'est que g'. Donc, ce qui est équivalent que g' de x est égal à 0. Voilà, j'ai bel et bien établi le résultat. Si f est impair, alors forcément, g' de x, j'ai trouvé que c'est égal à 0. Or, la question, faites attention ici, c'est g de x égale à 0. Donc, comme g' de x est égal à 0, cette fonction g est une fonction constante. Donc, j'écris ici, g est constante. Sa dérivée est nulle, donc elle est constante. Comme elle est constante, elle est égale à une valeur fixe, qui sera automatiquement g de 0, que je peux calculer ici. Si vous calculez maintenant g de 0 ici, vous allez obtenir l'intégrale entre 0 et 0 de f de t dt, qui va engendrer 0. Ainsi, donc ici, si vous voulez, g de x est égal à g de 0. 0, c'est un réel de i, hein, et c'est égal à 0. Voilà, j'ai obtenu que le g de x finalement est égal à 0. Donc j'efface ceci pour pouvoir passer à la partie suivante si vous avez bien maîtrisé cette notion. Dernière question. Montrez que si f est pair maintenant, f est pair, alors g de x est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et x. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va tout d'abord discuter de la parité de f, c'est-à-dire que vous avez bien sûr si x dans i, moins x appartenant à i, puisque c'est un intervalle centré en 0. Donc f, petit b maintenant, f pair, ou bien f est une fonction paire, ça implique, lorsque vous calculez f de moins x, il est égal à f de x. Et donc, si je reviens maintenant à la fonction g', g' de x, là par contrainte d'espace, j'écris juste l'essentiel. Donc g' de x,
qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé que c'est f de moins x plus f de x. Et donc, c'est égal à f de moins x plus f de x. Or, je viens d'établir, d'après la parité de f, une égalité entre ces deux termes. Donc, c'est 2 fois f de x. C'est 2 fois f de x. Voilà. Donc, g' de x, c'est égal à 2 fois f de x. Et donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va chercher le g finalement. Je pourrais alors dire que g, ici donc, d'après cette écriture, puisque donc g, la fonction g, qui est égale donc ici, je reviens ici, voilà. Donc g' c'est égal à 2 fois f de x. Je peux passer à l'intégrale, la définition que j'ai déjà utilisée pour introduire la primitive d'une fonction, puisque le g de a il est égal à 0, le g de 0, pardon, g de 0 il est égal à 0, et donc je peux dire que g de x, directement comme ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et x. De qui? De la dérivée en elle-même, c'est-à-dire que ces deux, n'oubliez pas, je ne dois pas faire la confusion entre t et x, là je remplace par t, f de t dt. D'après la propriété de la linéarité de l'intégrale, vous pouvez faire sortir le 2 et le résultat devient évident. Donc, puisque le g' c'est égal à 2f de x et que g s'annule en 0, et donc le g c'est finalement l'intégrale entre 0 et x de 2f de t dt, et voilà votre résultat. Si je résume maintenant l'activité qui va énoncer le théorème, qu'est-ce que vous avez montré? Vous avez montré que si vous prenez une fonction impaire, vous allez trouver que l'intégrale entre moins x f de t dt c'est égal à 0. Et vous avez montré que si vous prenez une fonction impaire, l'intégrale, c'est-à-dire la fonction g, entre moins x f de t, c'est tout simplement 2 fois l'intégrale entre 0 et x f de t. Et c'est ça l'objet de notre théorème. Donc, soit f une fonction continue sur un intervalle i centré en 0, et soit a un réel de i. Si f est impair, alors l'intégrale de moins a f de x dx est égale à 0. Si f est impair, alors l'intégrale entre moins a et a f de x dx est égale à 2 fois l'intégrale. Donc, je répète, si elle est impaire, l'intégrale moins a c'est 0. Si elle est paire, l'intégrale moins a c'est le double de l'intégrale entre 0 et a. Pour maîtriser cette notion encore un peu plus, on va faire une petite application. Donc, calculer la première intégrale, c'est a égale à l'intégrale entre moins 2 et 2. Voilà, c'est centré en 0. Faites attention, on doit tout remarquer. X cube exponentielle x carré. X cube exponentielle x carré, c'est une fonction bel évidemment continue, il n'y a pas de problème. Elle est même continue sur R, il n'y a pas de problème. Et je remarque de plus qu'elle est impaire. X cube, c'est une fonction impaire. Exponentielle x carré est une fonction paire. Le produit est bel évidemment impair. Et donc, je peux dire directement, c'est égal à 0. Je répète, les choses que vous devez vérifier, c'est la continuité. Ça, c'est pour ne pas oublier. Ensuite, la parité. Là, vous avez bien que ceci, cette fonction qui est ici, j'utilise une couleur si vous voulez, celle-ci, elle est impaire. Faites attention. Si elle est impaire, automatiquement, son intégrale entre moins 2 et 2 devient égale à 0. La continuité étant évidente, c'est un produit de deux fonctions continues, et la parité, c'est très simple à vérifier, donc il n'y a pas de problème. La deuxième intégrale, donc b, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1, donc si vous voulez, je répète que a, elle est égale à 0. Maintenant, je vais essayer de voir le b. Voilà, donc, pour l'intégrale, deuxième intégrale, c'est l'intégrale entre moins 1 et 1, valeur absolue de t, t carré plus 1 dt. Donc, vous voyez bien la continuité étant évidente. Là, ça ne s'annule pas, c'est bien défini. Donc, le tout est continu. La fonction en haut, elle est continue. Sa valeur absolue devient continue. Donc, et tout est continu. Il n'y a pas de problème. Sur R même, donc c'est entre moins 1 et 1. De plus, maintenant, entre moins 1 et 1, si pour tout t appartenant à moins 1, à moins t appartient, et donc vous pouvez calculer l'image, si vous voulez, entre guillemets, de moins t, c'est bel et bien pair. Donc cette écriture, donc la fonction qui a t associe valeur absolue de t sur t carré plus 1. Là, j'insiste, puisque je sais que tous les élèves, lorsqu'ils voient devant eux une valeur absolue, il y a un peu de panique. Non, il n'y a rien à faire, c'est simple. Juste vous la traitez suivant les théorèmes qu'on vous a déjà donnés dans votre cours. Ce n'est pas très compliqué. Donc, celle-ci est une fonction paire. Elle est paire. Elle est paire sur R, elle est paire sur moins 1. D'après mon cours, donc, automatiquement B, c'est égal, ça devient donc à 2, l'intégrale, au lieu de moins 1, donc c'est directement 0,1. Valeur absolue de t, t carré,
plus 1 dt. Je ne vais pas laisser comme ça, faites attention. Le gain que je viens de faire ici, c'est que je suis sur maintenant l'intervalle 0, 1. Et donc t est positif, je peux supprimer la valeur absolue. Et donc là, ça devient égal à 2 fois l'intégrale entre 0 et 1. T, il n'y a plus de valeur absolue, t carré plus 1. Je vais utiliser la linéarité de l'intégrale et introduire le 2 à l'intérieur de l'intégrale pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc j'obtiens 2t qui est assez intéressante puisque 2t est tout simplement la dérivée de t carré plus 1. Et donc c'est pratiquement la forme u' sur u, intégrale que j'ai déjà retrouvée dans une partie précédente de mon chapitre. Et donc ce résultat, c'est finalement la ln de valeur absolue de 1 plus t carré ou bien t carré plus 1. Ensuite, vous aurez le soin d'enlever votre valeur absolue puisque 1 plus t carré est positif. Là, c'est la forme u' sur u. La primitive, c'est ln de valeur absolue. Et vous pouvez achever les calculs pour obtenir vers la fin ln de 2, tout simplement. C'est bien. Donc, si vous n'avez pas de choses à remarquer, donc on peut passer. J'espère que vous avez noté. Et donc, on passe. Maintenant, on a un théorème qui va clôturer cette partie. Donc, si f est une fonction continue sur R et périodique de période t, les fonctions périodiques sont surtout les fonctions cycliques, si vous voulez, qu'on ne rencontre pas assez souvent quand même, mais elles sont assez nombreuses, comme les fonctions cosinus, sinus, tangente, ainsi de suite. Donc, si f est une fonction continue ici sur R, donc périodique de période t, alors pour tout réel a, on a l'intégrale entre a plus t de f de t, c'est tout simplement l'intégrale entre 0 et t, f de t dt. C'est-à-dire, au lieu de calculer une intégrale dans un endroit quelconque, il suffira de se limiter à cette partie, c'est-à-dire à 0 t. Maintenant, un petit exercice. Donc, sur la figure jointe, voilà, ça c'est normalement le dernier exercice qu'on va entamer ensemble. Donc, dans la figure jointe, C est la courbe dans un repère orthonormé de la fonction f définie sur R+, par f de x égale à exponentielle de moins x. Voilà la courbe, donc elle est devant vous. Ça, c'est la courbe de la fonction exponentielle moins x, elle est décroissante. Vous avez ici, si vous n'avez pas remarqué, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas, au point d'abscisse 0. Et donc ça, c'est l'allure de ma courbe, c'est une courbe décroissante a priori. Donc, première question, dressez le tableau de variation de f à partir du graphe. Je vais mettre le graphe devant nous. Donc, voilà notre graphe. Donc, le tableau de variation, donc c'est bon, on va le tracer. Donc, elle est sur 0 plus l'infini, comme j'ai déjà dit. Donc, voilà. Ça, c'est x. F', je vais mettre le signe de f', sans la calculer, bien sûr, j'utilise d'après le graphique. Donc, ça, c'est f de x. Le domaine, c'est R+, donc c'est 0 plus l'infini. Il n'y a pas de double barre, puisque, en tout cas dans la zone de f, puisque la fonction est définie, il n'y a pas de problème. La fonction étant décroissante, elle cherche à aller vers l'asymptote horizontale, l'axe des abscisses, c'est-à-dire 0. Son point de départ en y ou 1. Par contre, la dérivabilité, faites attention, vous avez une demi-tangente verticale, donc la fonction n'est pas dérivable, donc il y a une double barre dans la ligne consacrée à la fonction dérivée f'. Le signe, la fonction étant décroissante, c'est un signe négatif. Voilà votre tableau de variation. Donc c'est plus ou moins un copier-coller du graphique. Faites attention, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, je supprime ce tableau pour pouvoir terminer mon exercice. Soit f et g, les fonctions définies sur R plus par grand f de x, c'est l'intégrale entre 0 et x f de t dt, et grand g de x égale à f de x au carré. C'est-à-dire, c'est comme si le grand g, c'est l'intégrale entre 0 et x au carré f de t dt. OK. Montrer que f est dérivable sur R plus et calculer grand f' de x. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je regarde la fonction grand f qui est devant moi. Il y a la fonction petit f, que je sais qu'elle est déjà continue. D'après son graphique, elle est continue sur 0 plus l'infini tout entier. Il n'y a pas de problème. Et x est un réel de 0 plus l'infini. Le 0 était un réel, c'est évident, de 0 plus l'infini. Donc, toutes les hypothèses sont vérifiées. Et donc, la fonction grand f est bel et bien dérivable. Donc, f est continue sur 0 plus l'infini. Ou bien R plus, comme vous voulez. Continue sur le fermé, bien sûr, 0. Là, je parle de la continuité uniquement. Sur 0 plus l'infini. Le 0, il appartient, bel évidemment, je n'ai même pas besoin de noter ceci, mais ce n'est pas grave, à 0 plus l'infini. Alors, la fonction grand f de x, qui est définie par l'intégrale entre 0 et x f de t dt,
elle devient donc dérivable sur 0 plus l'infini. Toutes les hypothèses sont vérifiées, donc c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Ok. Maintenant, ce que je vais faire en fait, je vais calculer le f'. Le f' de x maintenant. Le f' de x, donc c'est égal à quoi? C'est directement d'après mon cours, c'est petit f de x. Hein. C'est petit f de x. C'est petit f de x qui est en fait exponentiel. Voilà, il est devant nous, exponentielle moins racine de x. Et je laisse comme ça, hein, pour l'instant. Pour l'instant, je laisse comme ça. Donc les hypothèses sont vérifiées. La fonction à l'intérieur de l'intégrale étant continue, la fonction devient automatiquement dérivable. C'est le cours. Hein. C'est des choses simples à maîtriser, voire même pour ne pas tomber dans quelques pièges, voire même à apprendre par cœur. Hein. Maintenant, la question 2, ou bien petit b, montrer que g est dérivable sur r+, et que g' est égal à 2x exponentielle moins x. Donc, il y a deux parties dans la question. Faites attention. Parfois, les élèves, lorsqu'ils passent leur examen de bac, surtout l'examen final, il y a comme une petite, ou bien comme du trac. Ils lisent la première partie de la question et ils oublient, ou bien ils omettent la deuxième partie. Donc, faites attention. Il y a deux parties à traiter séparément pour que la note soit aussi attribuée d'une façon séparée. Donc, la première étape, c'est g est dérivable sur r+. Je vais essayer de réfléchir. Regardez bien, c'est quoi la fonction g? G, c'est grand f de x au carré. Là, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus appréciable, puisque là, g, c'est une fonction composée. La fonction x associée x au carré étant dérivable sur 0 plus l'infini, l'image, si vous voulez, de 0 plus l'infini par la fonction carré, c'est lui-même, c'est 0 plus l'infini. On vient de montrer dans la première question que la fonction grand f était aussi dérivable dans 0 plus l'infini. Et donc, finalement, la fonction g est la composée de deux fonctions qui sont bel et bien dérivables, et donc, elle devient dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, j'insiste ici sur la composée surtout. Hein. Donc, x associé, j'appelle, si vous voulez, pour que vous sachiez maîtriser votre écriture, j'appelle cette fonction, par exemple, u, si vous voulez. Hein. Je note u, x associé x au carré. Pourquoi j'appelle u? J'aurai besoin de chercher l'image de l'intervalle. Hein. Donc, est dérivable, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà. L'image maintenant de 0 plus l'infini, là, vous êtes à un niveau quand même assez avancé. Vous savez que l'image u de 0 plus l'infini, si vous cherchez à dresser dans votre brouillon son tableau de variation, vous allez trouver qu'elle est croissante et tout le calcul s'en fait. Ça, c'est une fonction qu'on connaît déjà depuis la deuxième année. Hein. Donc, c'est égal à 0 plus l'infini. La fonction grand f, maintenant, ça c'est la première étape, ça c'est la deuxième étape. Maintenant, la troisième étape, c'est que grand f est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. En fait, le 0 plus l'infini de f, c'est ce 0 plus l'infini, et non pas l'initial. Hein. Elle est dérivable sur f de i. Là, j'ai mal écrit. Voilà. Voilà. Je reviens donc, je note bien. Donc, f est dérivable. Voilà, sur 0 plus l'infini. Les hypothèses étant établies, la conséquence est immédiate. Donc, la première est dérivable, l'image de l'intervalle correspond, la fonction f est dérivable, et donc g est dérivable. Ça, c'est la première partie. Est dérivable sur 0 plus l'infini. Maintenant, je vais essayer de calculer ma dérivée. Hein. Pour ceci, je vais utiliser aussi le théorème de la dérivée de la composée. Grand G' de x, grand G' de x, c'est égal. C'est égal à quoi? C'est égal à un x carré qui va sortir vers l'extérieur, x au carré prime, fois grand f prime appliqué à x au carré. Le grand f prime, c'est notre petit f hein, de l'exercice de tout à l'heure. Et donc, le x au carré, c'est un 2x, fois donc exponentielle, ce que j'ai déjà établi, ce que j'ai déjà noté, moins la racine de x au carré. Racine de x au carré, ce n'est pas le x, hein, faites attention, c'est valeur absolue de x. Comme on travaille, j'insiste sur ces détails parce que parfois ça compte énormément dans le calcul. Voilà, moins valeur absolue de x. Faites attention à cette remarque. Donc, x est dans 0 plus l'infini, il est positif, je peux supprimer ou bien enlever simplement la valeur absolue pour obtenir à la fin 2x exponentielle moins x. Et c'est ce qu'on
demande normalement de retrouver. Voilà notre résultat qu'on a cherché à établir. Voilà. Maintenant, si vous avez pris le soin de noter, je vais malheureusement supprimer pour pouvoir passer à la question suivante. Donc, j'espère que vous avez bien noté. Donc, je supprime. On déduit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ou bien à R plus, que g de x, grand g de x, c'est finalement égal à 2, l'intégrale entre 0 et x, t exponentielle moins t dt. Là, vous allez remarquer, vous pouvez remarquer par vous-même, ce n'est pas très compliqué. Vous avez le g' qui est ici, donc je peux noter g' de t. Je cherche à déterminer le g, je passe à l'intégrale. Pourquoi ici on a choisi le 0? C'est simple, vous pouvez remarquer que grand g de 0 est égal à 0. C'est ce que je vais noter tout d'abord. Donc grand g de 0, c'est égal à grand f de 0 au carré, c'est-à-dire 0. Et grand f de 0, c'est une propriété de l'intégrale simple qu'on a déjà vu dans la première partie de notre chapitre. L'intégrale d'un réel a à 1a, c'est égal à 0. Donc ça, c'est égal à 0. Maintenant, j'ai g' de t, j'évite d'utiliser le x pour l'instant, c'est égal à, comme vous voulez, c'est 2t exponentielle moins t. 2t exponentielle moins t. Maintenant, je passe à quoi? G de 0 égale à 0. G', je l'ai devant moi. D'après ce que j'ai déjà introduit dans cette partie, donc grand G de x, maintenant, je peux dire que c'est égal à l'intégrale entre le 0, voilà, et le x de 2t exponentielle moins t dt. Maintenant, je peux faire sortir, d'après la linéarité de l'intégrale, le 2 à l'extérieur. Donc, c'est 2 fois l'intégrale 0 x t exponentielle moins t dt. Voilà. C'est ce que je cherche à établir. Donc, ce n'est pas très compliqué, comme j'ai dit. Il suffit de bien maîtriser, la notion de fonction définie par une intégrale qui est basée essentiellement sur la continuité de la fonction à l'intérieur de l'intégrale et tout devient assez simple quand même à maîtriser. Donc maintenant, on demande de calculer g de x à l'aide d'une intégration par partie. Je rappelle que le g, c'est 2 fois l'intégrale entre 0 et x, t exponentielle moins t. Ici, l'intégration par partie, c'est une méthode, c'est une technique de calcul d'intégrale qu'on utilise lorsqu'il n'y a pas de primitive directe ou bien évidente de la fonction, ce qui est le cas. La fonction à l'intérieur de l'intégrale ici, c'est en fait t exponentielle moins t. Je ne sais pas, d'après mon cours ou bien le cours que j'ai déjà vu, il n'y a pas de primitive directe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser l'intégration par partie. L'objectif de l'intégration par partie, c'est d'introduire deux fonctions, une que je vais noter u et l'autre v, ensuite et de leur associer les dérivés respectifs. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais poser donc en pause. Je vais essayer de supprimer le polynôme, c'est-à-dire le t. Donc, on pose u de t. C'est un autre u autre que tout à l'heure. C'est t. Sa dérivée u', c'est égal à 1. Voilà. Je pose maintenant v', un travail inversé. V' de t, c'est exponentielle moins t. Le v de t, c'est moins exponentielle moins t. Je n'ai pas mis de égal, le voilà, le égal. Moins exponentielle moins t. Vous avez le signe moins, n'oubliez pas. Donc maintenant, mon théorème, qu'est-ce qu'il stipule pour l'intégration par partie? Que grand g de x, il y a un 2 que je ne dois pas oublier. Donc, je commence par l'intégrale, puis je vais utiliser le 2. Donc, l'intégrale entre 0, entre 0 et x de t exponentielle moins t dt. C'est égal, d'après mon cours, c'est entre crochets u fois v. Voilà la relation u fois v. Donc, c'est un moins t exponentielle moins t, pris entre 0 et x. Moins, ça c'est la formule, une deuxième intégrale qui doit être, et ça c'est l'objectif de l'intégration par partie, qui doit être beaucoup plus simple et plus facile à calculer que la première. Et c'est le cas. Moins, donc c'est le produit u fois v maintenant, u' fois v. Donc c'est moins exponentielle moins t dt. Égal. Là, il suffit de remplacer et j'obtiens un moins x exponentielle moins x moins 0. Là, il y a un 0, ça fait tout disparaître. Ensuite, moins la primitive d'exponentielle moins t, moins exponentielle moins t, c'est exponentielle moins t. Donc, entre crochets, c'est directement exponentielle moins t. Voilà, entre 0 et x. Lorsque je remplace maintenant, la première tranche, elle donne moins x exponentielle moins x. Ensuite, moins, ici donc, je dois faire attention au signe moins, donc exponentielle moins x.
moins exponentielle de 0, il est où 1, avec l'autre signe moins, c'est 1 plus 1. Et donc finalement, j'obtiens 1 moins x exponentielle moins x moins exponentielle moins x. Je peux encore écrire d'une autre façon beaucoup plus jolie, si vous voulez, entre guillemets, 1 moins, entre parenthèses, x plus 1 exponentielle moins x. Ça, ce n'est pas le g, hein. Faites attention, il y a un 2, comme j'ai déjà fait la remarque, à l'extérieur. Donc, g de x, maintenant je donne le g, donc grand G de x, c'est égal, il suffit de multiplier tout ce que je viens d'obtenir par un 2. Donc, c'est 2 fois moins 2, entre parenthèses, x plus 1 exponentielle moins x. Voilà normalement l'expression de la fonction g. Là, c'est un signe moins, hein, moins x, hein, faites attention. Voilà. Là, c'est aussi un signe moins, pour que vous puissiez noter d'une façon. Voilà, je renote ceci, c'est moins x, hein, pour que vous puissiez noter avant que j'efface. Voilà. Donc, faites attention. Donc, n'oubliez pas les constantes. Ça peut arriver le jour d'un examen lorsqu'on a un peu de trac, ou bien on a un peu peur, ou bien un peu de panique. Donc, on peut oublier des constantes. Donc, essayez de ne pas le faire. Donc, la dernière partie maintenant, si vous avez terminé votre écriture. Calculez l'aire de la partie limitée par la courbe CF et les droites d'équation x égale à 0, x égale à 1 et y égale à 0. Donc là, c'est la fonction petit f, la voilà. Elle est au-dessus de l'axe. Et donc, je vais calculer donc, son aire qui est limitée par x égale à 0, x égale à 1. Donc, x égale à 1, c'est celui-ci. Voilà. X égale à 0, c'est l'axe des ordonnées. Y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Donc, je cherche à calculer cette surface ou bien cette aire. Donc, d'après une formule déjà vue, donc, l'aire grand A, en tout cas en unité d'air, hein, grand A, c'est égal donc à l'intégrale entre 0 et 1. Entre 0 et 1 de quoi? De petit f, donc, c'est ça, de petit f de x dx, qui est en fait égal à l'intégrale entre 0 et 1, entre 0 et 1, de exponentielle moins racine de x. Ou bien, au lieu d'écrire comme ça et aller dans un chemin peut-être qui va me mener à tort, donc je reviens et je m'arrête ici, je regarde bien ceci, ce que j'ai déjà noté, cette intégrale tout simplement. C'est comme si j'ai, c'est grand f de 1 en fait, non? Rappelez-vous, au début de l'exercice, la fonction grand f de x, c'était l'intégrale de 0 à x, f de t dt. Bon, ici j'ai remplacé le x par t, c'est pas un problème. Mais ici, donc, c'est grand f de 1. Ok. Peut-être que ça semble être un peu mieux d'un point de vue appréciation. Mais le f de 1, je n'ai pas d'idée sur le f. Heureusement que le f de 1, en fait, c'est exactement le g de 1. Puisque le g, c'est grand f de x au carré. C'est exactement le g de 1. Rappelez-vous, le g, c'est la fonction qu'on vient d'obtenir tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est 2 moins 2 facteurs. Là, j'avais x, là, ça devient 1, plus 1. Exponentielle moins x, c'est-à-dire exponentielle moins 1. Voilà votre résultat. Ça, c'est une aire en unité d'air. Hein. C'est égal, en fait, à 2 moins, si vous voulez, si je peux même réduire en même dénominateur, 2e moins 4 sur e. Unité d'air. Voilà mon aire. La remarque, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que vous allez être mené dans un mauvais chemin si vous remplacez le f de x par son expression, parce qu'en fait, la fonction exponentielle moins racine de x, ça va être, voire impossible, au lieu de dire pénible, de trouver une primitive. Donc, ça va prendre énormément de temps et ça va en fait vous mener dans un esprit autre que celui de l'exercice. Et donc, vous serez automatiquement bloqué et vous serez perdu. Donc là, je retrouve mon résultat à travers les données déjà énoncées précédemment dans l'exercice. Voilà, donc c'est la fin de cette troisième partie de notre chapitre. J'espère que vous allez tirer un grand profit et j'espère que tout notre travail finira par, c'est un travail en fait en commun entre nous les professeurs et vous les élèves, ainsi que le ministère et toutes
les autres parties participantes à toute cette manifestation éducative se terminera par votre réussite. Espérons vous voir dans d'autres meilleures conditions. Salut à vous et à bientôt.